Ok, deuxième partie de ce tir Google. La première partie, c'est la vidéo que j'ai mis juste avant. Elle est super importante. C'est exactement la première partie du tir Google. En plus, elle est en français, elle explique bien. Donc ça, il faut absolument voir la vidéo juste avant. Dans cette partie, on va voir un peu ce que c'est les trades et les process. Chaque trade, en fait, à la fin du tier wheel, il a mis Sakem cette histoire, et je l'ai mis en début ici. Le trade, il a le potentiel, chaque trade a un potentiel de devenir un process. Cela va dépendre de son parent ID et de son group ID. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais dans Linux, en fait, tout est un process, tout est un thread. Il n'y a pas vraiment de distinction. C'est pas comme dans Windows où il y a plus de distinction entre un thread, un process, etc. Que Python il utilise des process et que d'autres utilisent des threads, etc. Là, en Linux, en fait, tout est un thread. Et un thread, tous les threads a la possibilité de devenir un process en fonction de son parent ID et son group ID. Donc on va voir ce que ça veut dire. Donc, on a une manière plus flexible de créer un process que fork, ça s'appelle clone. Ça nous permet de partager certaines ressources avec le process original ou bien de le créer from scratch. Donc par exemple, on a quand c'est quoi la syntaxe, on va int id, id va recevoir l'id du process créé, cloné. Int id est égal à clone, on va lui donner child, le process qu'on veut cloner. Child stack plus stack size, ça c'est juste l'endroit dans la mémoire où on veut allocaliser l'histoire. Et là on va recevoir deux autres paramètres. On va pas rentrer dans le dernier paramètre, on va pas donner plus d'infos. Celui-là on va voir ce qu'il fait, l'avant-dernier. Et du coup ça c'est un mécanisme basique pour créer des threads. On va voir un exemple. Donc on a un code, une fonction print qui reçoit en argument un texte, enfin un pointeur vers caractère, mais en C il n'y a pas de string. Donc il reçoit un pointeur vers un caractère qui est en fait un texte. Et il va faire 1000 fois, for int i égale 0 i inférieur à cycle, cycle on l'a défini à 1000, i++, on va faire 1000 fois cette boucle, et on va printf 1000 fois hello from l'argument passé. Et à chaque fois, on va faire un useLeap de 1 million qui correspond à un wait de 1 seconde entre chaque itération. Parce que là le useLeap, il est en millisecondes. Donc on a 1 million de millisecondes, ça fait 1 seconde. Et du coup, on a aussi une fonction child qui imprime child thread. Ok, donc attention, c'est pas printf, c'est print. Donc il lance la fonction print ici. Donc la fonction child, elle imprime 1000 fois hello from child thread. Et à chaque fois séparé d'une seconde. Donc, dans le main, on a quoi? On crée on a int result, on va créer un int qui va récupérer l'id du process cloné, et on va cloner le child, donc on va cloner ce process, cette fonction. Et child stack plus stack size, c'est quoi un thread? C'est tout ce qui est runnable. Là, non, par exemple, child, le premier argument, tu es obligé d'avoir un truc qui est exécutable. Donc c'est à peu près tout, presque chaque chose est exécutable. Dans le code, une fonction c'est exécutable. Donc voilà, c'est ça qu'il faut passer, un truc exécutable. Ça c'est, on a dit la mémoire, et les arguments on touche pas pour l'instant. Et on verra après cette histoire, je t'avais dit qu'on est parlé de l'avant-dernier argument. Ok. Et donc, on va faire un printf normal. Un printf, ça s'imprime une seule fois. Donc, on va récupérer clone result égale result. On va afficher l'id du clone. Et ensuite, on va lancer la fonction print parent. Ok, quand on fait print parent, c'est la boucle 1000 fois avec print hello from parent. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on run cette histoire? On a au début clone result égale 29318. Donc ça, c'est bien l'id du process cloné. Et on va avoir hello from parent, hello from child thread, hello from parent, hello from child thread, etc., etc. Donc pourquoi? Comment ça se passe? Parce que quand on fait result égale clone child, on crée une instance child. Ok, on l'a pas lancé ici la fonction child dans le main, elle est pas appelée. Mais en fait, si elle est appelée parce qu'on l'a clonée, ok? Donc elle n'est pas appelée directement, mais on la clone. Donc on la clone, du coup, elle est appelée. Et du coup, on va voir, au début, on va avoir hello from, voilà. Le temps que ça se compile, cette histoire de clonage, on va avoir print parent. Donc, on va voir la première itération de hello from parent. Ok, donc là, on a hello from parent. Et comme il y a 1 seconde entre chaque truc, et on a eu le temps de cloner le process child.
et de le lancer. Sauf que quand on le lance, ça fait print, ça fait la fonction print child thread. Et cette fonction print child thread, elle rentre ici, elle fait hello from child thread et elle dort une seconde. Du coup, pendant cette seconde, on a le temps de relancer le hello from parent. Ok, etc. etc. C'est pour ça que c'est répété 1000 fois. Hello from child, hello from parent, hello from child, hello from parent. Ok. Donc ça, on a compris c'était quoi le clonage. Ça clone tout ce qui est runable, ça te crée un nouveau process. Et voilà, on va voir quelques petites trucs. Donc là, quand on fait PS dans le terminal de Linux, ça te dit tous les process qui sont en cours. Donc là, par exemple, on a un truc qui est bash et on a le PS. Ok. Si tu fais PS-A, ça te rend plus dans les détails, c'est toutes les applications qui sont lancées, etc. Si tu fais PS-XJ, tu rentres encore plus dans les détails, ça donne plus d'informations, on va pas rentrer, on s'en fout, c'est combien de mémoire, depuis combien de temps le process il est up, etc. Live, etc. Ok, tu peux aussi faire top pour avoir cette histoire de un peu comme le gestionnaire dans Windows où tu vois les process, combien de CPU ils prennent. Là par exemple on voit que c'est Zoom qui prend une tonne, Xorg, Firefox, tu vois, donc voilà, et top. Donc ça c'est plus pour avoir une idée de quels sont les processus qui me prennent plus de CPU qu'autre chose, mais t'as d'autres informations. Voilà, tu peux aussi faire top. Ok, quand tu fais PS3, là, on va rentrer dans ce moussag de c'est quoi un frère, c'est quoi un fils, c'est quoi un parent, c'est quoi un petit-fils. Voilà, on en a parlé un petit peu dans la vidéo d'avant, mais là, on va voir que quand tu fais PS3, ça te donne vraiment l'architecture des frères et sœurs et des parents. Donc, tout ce qui est sur la même ligne, ce sont des parents. Et par exemple, là, tu vois que Modem Manager, il a tiré 2 fois Modem Manager, c'est-à-dire que c'est 2 Modem Manager qui sont frères. Ok. Pareil, Network Manager, lui, et Modem Manager, pour revenir à l'exemple d'avant, Modem Manager, c'est le parent des 2 Modem Managers, et Network Manager, ici, c'est le parent des 2 DH Client et des 2 Network Manager. Et ces deux-là, ces process sont aussi frères, ils sont sur la même rangée. Ok. Là, on en a 3, etc. Ok, donc là, on voit que par exemple, on a des enfants, enfants. Là, on a des frères. Un des 2 frères, il a 3 enfants. Non, pardon, 4 enfants, parce que là, il y en a 2, les mêmes, etc. On a compris comment ça marche un tri. Donc, il y a une manière de récupérer l'ID du terminal, enfin du process. On fait echo $$, et donc là on a l'ID du process, en l'occurrence l'ID du terminal qu'on utilise, qui est 28776. Ok, et si je fais PS3 28776, ça me dit tous les terminals, ça me dit tous les processus utilisés par ce terminal. Là en l'occurrence, le seul processus utilisé, c'est le bash, c'est-à-dire ce dont on a besoin pour run le terminal. On a créé une nouvelle fenêtre de terminal, il n'y a aucun process qui run dedans, à part bash. Par contre, voilà, si dans ce terminal on va lancer fork example, on va voir que attends, est-ce que j'ai le code de fork example? Ainsi le code de fork example, sa mère. Bon, je l'ai pas. Bref, fork example, c'est un code qui te crée des child et des trucs. Je crois qu'on l'avait vu au début. Bref, c'est pas important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il te crée comme ça une arborescence de process. Et on a fork example qui te crée. On a le bash qui a un enfant qui est fork example. Et fork example, il a 2 enfants. Fork example et fork example, ce sont les mêmes. Et fork example, il a un autre enfant qui est friend. Ces 2 fork example, encore une fois, ils sont frères. Donc on voit que comme j'ai run PS3 28776, ça me dit tous les processus lancés sur le terminal en question d'où on a lancé les process. Fork example, on a dit que ça crée des process. Et on a le moyen de voir ces process avec PS3. Ok. Voilà, donc là ce qu'on a dit c'est pareil, dans Zoom, on a un Keta d'arborescence, ils expliquent que Zoom il a 239 threads frères, process ou thread c'est pareil, et ils sont sur le même RAMA. C'est pour ça qu'ils sont sur le même RAMA, c'est pour ça qu'ils sont 239 fois, au lieu d'avoir 239 lignes, ils mettent une étoile pour dire qu'ils sont frères.
comment on fait en fait pour créer des frères comme Zoom? Il faut qu'après le fork, on duplique le numéro du parent et on définit le nouveau process comme fils du même parent. Pour faire ça, on utilise clone. Ok, donc là on a un code de clone et tout à l'heure on avait utilisé cette ligne, là elle est en commentaire, on va utiliser cette ligne. Tout ce qu'on a fait c'est rajouter dans l'avant-dernier argument clone parent et comment il récupère clone parent. Bref, clone parent c'est un truc, c'est pas un truc qu'on définit, c'est on sait que c'est un argument qui va te permettre de cloner le parent directement. Ok, on va voir ce que ça fait directement. Donc ça c'était avant qu'on avait pas parent, qu'on n'avait pas le parent, on avait juste 0, on a créé un père et un fils, on avait clone example, ok. Et avec clone parent, on crée deux frères, ok. On crée deux clone example mais sur la même ligne. Donc c'est ça que ça fait le clone parent. Process tools, donc ça c'est voilà, on en a un peu parlé déjà. Donc on a echo $$ pour récupérer le process ID. On a la possibilité de redirect les outputs dans des textes. Donc par exemple si je fais voilà std out. Donc là par exemple j'ai ok, quand on fait un make, là par exemple on voit qu'on a des erreurs. En l'occurrence, bah, je peux récupérer ces erreurs dans un fichier texte. Donc je fais make comme ça avec ce symbole makeout.text et quand je vais laisse-moi réfléchir, c'était quoi l'histoire? Ouais, en gros, ce que tu vas récupérer dans le make, désolé pour cette petite pause, ce que tu vas récupérer dans le make, c'est ça, c'est pas les erreurs. Quand tu vas faire make symbole makeout.text, tu vois que les erreurs ici, enfin pas ce ne sont pas les erreurs, les GCC, ils n'apparaissent plus. Pourquoi? Parce qu'on les a rentrés dans le fichier texte. Pourtant les erreurs, elles affichent, elles sont tout le temps encore là, ok? Du coup, dans le makeout.text, on n'aura que les gcc./o. Ok, -o. Quand tu fais make ce symbole makeout.text et que tu mets ce symbole make.r, avec le 2, tu vas récupérer les erreurs aussi. Tu n'es pas obligé d'appeler .r, tu peux l'appeler comme tu veux. C'est juste pour savoir que 1, tu n'as pas les erreurs et l'autre, tu as les erreurs. Mais c'est ce 2, en fait, qui va faire comprendre à l'histoire de récupérer tout ce qui reste. Récupère-moi tout ce qui reste et foule-moi dans un fichier. Ok, et du coup ça c'est pour montrer, on va vérifier quand on fait cat make.r pour voir ce qu'il y a dedans, on voit qu'il n'y a que les erreurs, il n'y a pas les GCC. Donc tout ça c'est pour expliquer c'est quoi la différence entre stdout et stdr, on l'avait déjà vu en C++, et voilà, en fait il y a tout simplement deux canaux de sortie. Comment tu fais si tu veux mettre tout dans le même fichier, et les GCC et les erreurs? Tu fais make le symbole makeout2.text, bon tu l'appelles comme tu veux, et tu mets comme ça 2, le symbole et 1. Ok, et du coup ce symbole là, enfin cette écriture, cette syntaxe, ça va te permettre de mettre et ce qui ne sont pas des erreurs et ce qui sont des erreurs dans le même fichier. Donc ça va te permettre de fusionner les sorties stdout et stdr. Ok, est-ce on voit d'autres trucs? Show running process, on l'a expliqué, -a-xj, ok. Enfin, on a le daemon. Le daemon, c'est un truc l'omitaskimito. On le laisse tourner derrière, on s'en occupe pas, il fait ses bails. Donc souvent, on a besoin de tâches en background, ok. Par exemple, file indexing. Ok, ou bien par exemple un truc qui va checker toutes les 10 secondes si tu as reçu un nouveau mail. T'as pas envie que ça s'affiche toutes les 10 secondes, j'ai checké vos mails, vous n'avez pas de nouveaux mails. Donc tous les process en background comme ça, c'est ce qu'on appelle des daemons. On n'a pas besoin d'interagir avec, et il run indépendamment du process qu'il a commencé. On a vu dans le cours précédent on créait jamais de nouveaux process. Chaque process en fait était créé d'un autre process. Il n'y avait pas de process créé de rien.
ok, et ben lui, le daemon, son but c'est d'être indépendant du process qu'il a créé. Donc comment on va faire pour créer un daemon, c'est-à-dire créer un process indépendant du process dont il a été créé. Donc déjà on le create avec le fork, et ensuite on va l'épaisse toute l'histoire. Donc on va changer son directory to root, comme ça on release le file system. Là, à ce moment-là, il a parlé de... vous voyez, quand vous branchez votre clé USB et qu'on vous dit de ne pas la débrancher directement, il faut la eject. Ok, bah c'est parce qu'on veut release le file system. Donc on n'a pas envie d'avoir accès à des données existantes et d'un coup, voilà, d'un coup, on les enlève. Donc pour pallier à ce problème, on change directement le directory du process créé à root, ok. Donc déjà on n'a plus le même directory que le fork. Ensuite on va le bouger dans une nouvelle session, comme ça il ne va pas être connecté avec le starting process. On va close les IO, par exemple les stdin, stdout, stdr, tout ce qui est sorti. On n'a pas besoin des sorties, on va pas interagir avec. Donc on en a pas besoin. Et on va mettre, si jamais on veut, parfois on a besoin de l'eitasec, il m'a daemon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va créer un autre moyen d'interagir avec que ce soit avec des sockets, des signals, des logs, etc. Donc là, on a un exemple on va plus rentrer dans l'histoire, comment tu fais pour créer un daemon. Donc tout part d'un fork, pid backslash t pid égale fork. Si pid égale 0, on est dans le child. De base, quand tu fork et que tu crées un enfant, le pid renvoyé c'est 0. Si pid égale 0, alors tu dois modifier le directory à root. Bon, pour modifier à root, tu fais chdir /. Ensuite, tu mets move the child to another session, so the parent may be closed. Voilà, ce que je t'ai pas précisé, c'est que pourquoi on bouge dans une nouvelle session? Parce qu'on veut fermer le parent. On a créé un process daemon à partir d'un autre process, parent. Ce parent, si on veut le fermer, on veut pouvoir le fermer si on veut. Du coup, on bouge le fils, on bouge le daemon qui est le fils du process créé dans le fork pour plus d'avoir ce problème que si on veut fermer le parent, alors c'est problématique parce qu'il a un fils. Ok, donc set seed, on bouge l'enfant, en l'occurrence le daemon, à une autre session. Printf starting my daemon, on va close tous les channels de output, stdout, stdr, stdin, et on va open un log pour voir ce qui se passe. On n'est pas obligé d'open le log, mais ça c'est pour voir ce qui se passe vraiment. Et on va voir que quand on run l'histoire, ok, quand on run histoire, daemon example, donc daemon pid 30177, starting daemon, et quand on fait, ok, donc ça fait starting daemon, et quand on fait, pour utiliser system log dans le code, ça se passe comme ça, donc là ils les ont déjà fait, c'est déjà ici, donc ça t'explique comment imprimer les logs, ok, c'est cette syntaxe, du coup quand tu fais grep my daemon var log syslog, tu as daemon started for, doing some work, daemon finished, doing some work, etc. Ok, donc là tu as accès à ce que le daemon fait. Et tu peux voir tout. En vrai, il y a une tonne de daemons, il y a une tonne de background tasks qui run en arrière-plan et on ne sait pas ce qu'ils font. Donc là, quand tu fais cat var log syslog, ça, en fait, ça contient tous les logs des backgrounds. Du coup, là, quand ça nous met une tonne de trucs incompréhensibles, et c'est tout ce qui se passe en arrière-plan dans l'ordinateur qu'on ne voit pas forcément. Ok, on ne sait pas ce que c'est, on va pas rentrer dans les détails, mais on sait qu'il y a une tonne de trucs qui parlent les uns avec les autres, et voilà, c'est ça des daemons.